Salut à tous la team, j'espère que ça va, que vous allez bien, que vous portez bien, que vous avez la pêche aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de gestion administrative et pour cela, j'ai une invitée de choix, c'est Claudia. Claudia, c'est une experte en gestion financière et administrative. Donc, elle pourra nous donner pas mal de conseils par rapport à son expérience. Euh, Pourquoi ce sujet? Moi, j'ai pris ce sujet-là parce que ce que j'aime bien dans le MLM, c'est qu'il y a de tout type de profil. Ça veut dire qu'on peut très bien être salarié et faire du MLM. On peut très bien être étudiant et faire du MLM. Être demandeur d'emploi, auto-entrepreneur, micro-entrepreneur et faire du MLM. Et en fait, on peut vraiment avoir plein de statuts et se lancer dans le MLM. J'ai choisi ce sujet-là parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions justement avant de se lancer dans une activité MLM et notamment des questions administratives. Par exemple, savoir à partir de quel montant on doit déclarer notre revenu lorsqu'on fait du MLM. À partir de quel montant on doit se déclarer. Est-ce qu'on doit déclarer dès le début, dès qu'on touche quelque chose, ou bien est-ce qu'il y a un montant, un seuil qu'on doit pas dépasser avant de pouvoir déclarer ses revenus. Pareil, autre question qui se pose également lorsqu'on fait du MLM, c'est au sujet du statut. Est-ce qu'on doit être VDI, ça veut dire vendeur à domicile indépendant, ou bien est-ce qu'on doit être micro-entrepreneur, auto-entrepreneur? Et justement, on va voir un peu la définition des deux, la différence entre le VDI et auto-entrepreneur, quels sont les avantages, les inconvénients de chacun pour se lancer dans le MLM et comment on fait pour se déclarer, comment on déclare nos revenus lorsque on est entre ces deux statuts. Autre question qui peut se poser également, c'est de savoir lorsqu'on vend un produit, est-ce qu'il y a des taxes dessus, est-ce qu'il y a une TVA, est-ce qu'on doit payer des impôts ou pas, comment on déclare, comment toutes ces choses-là se font. Et puis pareil, lorsqu'on se lance en tant qu'entrepreneur classique, on peut se poser la question de savoir est-ce qu'on doit avoir un compte en banque, un compte bancaire dédié à notre activité ou pas. Et donc là, c'est la question qu'on va se poser lorsqu'on fait du MLM. Est-ce qu'on doit avoir un compte bancaire professionnel? Est-ce qu'on peut utiliser notre compte personnel ou pas? Comment faire? Est-ce que c'est obligatoire ou pas? Comment faire la part des choses? Et enfin, dernier sujet qu'on va aborder, c'est au sujet de l'assurance, l'assurance professionnelle. Pareil, est-ce que c'est obligatoire? Est-ce que ça ne l'est pas? Est-ce qu'on doit en avoir une? Combien ça coûte? Etc. Donc là, avec ce live, Claudia va nous donner pas mal de conseils, d'idées pour répondre à toutes ces questions-là. Et ce que j'aime justement avec ces lives que je fais sur Instagram, c'est que les personnes qui étaient présentes lors du live posent directement leurs questions. Elles posent leurs questions, donc il se peut que toi aussi, à un moment donné, tu as une idée de question, et que cette question-là soit posée par une personne qui était présente lors de ce live. Donc c'est ce que j'apprécie notamment avec les lives. Donc en tout cas, n'hésite pas, si tu as des questions, si tu as besoin d'aide, d'accompagnement, de conseils, il y a toutes les infos dans la description. Et là, je te laisse avec le live et notamment avec le générique du podcast. Salut la Growth Team, bienvenue dans ton podcast MLM Nouvelle Génération. MLM Nouvelle Génération. Dans ce podcast, on parlera de marketing de réseau, MLM. growth marketing, branding, personal branding, entrepreneuriat et mindset pour développer ton MLM de façon saine et professionnelle. MLM. Salut, moi c'est Mounir de MLM Growth Marketing et bienvenue dans ton podcast MLM Nouvelle Génération. Parfait. Salut Claudia, ça va, tu vas bien? Un petit peu ça. Ça va et toi? Oui, ça va super, ça va super. Hop, j'enlève. Justement, j'introduisais un petit Hop. peu le sujet Bon. d'aujourd'hui sur la gestion administrative dans le MLM. Et parce que Oui. c'est vrai qu'on se pose pas mal de questions quand on démarre dans le MLM. On est salarié, on est entrepreneur, on est étudiant,
on se demande euh, quel statut on doit avoir, comment on doit déclarer. Je fais un petit coucou également à Sandra, qui nous fait un petit coucou. Et bah Oui, avant j'ai ça, vu. Salut avant Sandra. tout ça, avant de présenter tout ça, justement, bah, je voulais d'abord que tu te présentes, savoir qui tu es, ce que tu fais, et justement pour dire que je t'ai pas choisi par hasard sur ce sujet-là, parce que tu es vraiment une experte justement en gestion financière et administrative. Donc je te laisse te présenter, à toi l'honneur. Entendu, dit Peut-être voilà, Sandra. refaire la présentation, voilà, mais toi tout le monde me dit que c'est bon. Je fais un petit coucou également à Sarah qui nous a rejoint dans le live. Bah voilà, je te laisse te représenter. N'hésite pas, comme ça, je pense que tout le monde pourra mieux écouter. Comme ça arrive, comme on dit, les aléas du direct. Voilà. Oui, oui, oui. C'est la campagne, je suis désolée. Bah, je te laisse te représenter, comme ça, ce sera plus clair Euh, pour tout le monde. ok, ça marche. Donc je me représente, je suis Claudia et j'ai aujourd'hui un petit business en ligne d'accompagnement en gestion des finances personnelles et gestion des investissements personnels également. Ça passe par le biais d'un blog et d'un podcast notamment avec pas mal de ressources gratuites sur ces sujets-là. Et également un programme d'accompagnement donc pour la prise en main des finances personnelles et la création d'un plan d'investissement sur mesure. Et jusqu'à il y a quelques années, j'étais directrice financière groupe en tant que salariée et aujourd'hui, je continue encore un peu quelques missions en tant que donc directrice financière, mais en tant qu'indépendante et à temps partagé, donc sur des petites missions, notamment avec des clients qui sont des web entrepreneurs et qui ont besoin soit de petites audits, soit de petites tâches bien précises à faire à un moment donné sur l'administratif. Bon, je vais pas rentrer dans les Bien sûr. détails, mais donc Ah, voilà. mais c'est super ce que tu fais parce que c'est vrai que pour pas mal d'entrepreneurs, bah, quel que soit le secteur, qu'on soit dans le MLM ou dans un autre secteur, la gestion administrative, des fois, bah, c'est un peu contraignant. Il y a des choses, bah, moi, pareil, il y a des choses quand je dois faire des choses administratives pour une micro-entreprise, des fois, c'est pas toujours évident. Et d'avoir des personnes comme toi qui peuvent nous aider, nous accompagner, nous conseiller sur pas mal de choses, parce que des fois, on a un petit peu peur de faire des erreurs, peur de mal faire, parce que voilà, on fait tous vraiment avec bon cœur, on veut vraiment faire les choses correctement. Et des fois, on a un petit peu peur. Et donc, c'est top d'avoir une personne comme toi. Je fais un petit coucou également à Lima qui nous a rejoint. Voilà, et aujourd'hui, on va parler de la gestion administrative dans le MLM. Donc, franchement, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Si vous avez des questions sur est-ce qu'on doit être VDI, micro-entrepreneur, à partir de quel montant on doit déclarer, est-ce qu'on doit avoir un compte pro ou un compte perso au niveau bancaire, toutes ces choses-là, c'est des choses qu'on va aborder. Et donc, bah, justement, là, on va démarrer bah, par la première question. C'est un peu de savoir euh, à partir de quel montant, pour toi, en fait, on doit se déclarer lorsqu'on fait du business dans le MLM, justement. Alors, la mauvaise nouvelle, c'est qu'il faut déclarer à partir de 1 euro. Ok, Ok, c'est très aussi bien. simple que ça. Donc, bien sûr, alors j'explique rapidement pourquoi il y a une confusion et pourquoi beaucoup de personnes pensent qu'on peut faire 5 000 € sans déclarer et ce fameux Mm. seuil de 5 000 €. Et il y a une confusion, c'est que en tant que particulier, on a le droit de vendre pas mal de choses, nos affaires, par exemple sur le Bon Coin, sur Mm. eBay. Et donc du coup, effectivement, quand on vend nos affaires, on n'est pas obligé, c'est pas Mm. c'est exonéré d'impôts, et puis on n'a pas à déclarer. Alors le seuil, c'est que si jamais on vend un objet à plus de 5 000 €, effectivement, il faut à partir de ce moment-là le déclarer. Il y a quand même des exceptions, c'est bien évidemment les véhicules, les meubles et les électroménagers. Même quand ils dépassent 5 000 €, on n'a pas besoin de déclarer et c'est exonéré d'impôts. Et donc, ce seuil de 5 000 vient de cette notion-là, mais qui est liée que à la vente du particulier. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que la vente d'un particulier, elle est qualifiée de particulier parce qu'elle est ponctuelle et que l'objectif n'est pas de s'enrichir, donc il n'y a pas de marge, ce n'est pas un but lucratif. À partir du moment où on a une activité où l'acte de vente est récurrent et que l'objectif est de créer de la richesse, c'est considéré comme commercial et on doit se déclarer en tant que D'accord, professionnel. super. Bah, franchement, c'est bien d'avoir fait cette petite distinction. Juste, il y a Sandra qui dit qu'elle n'entend à nouveau rien. Alors, je sais pas si tout le monde nous entend. N'hésite pas à nous faire un signe. Moi, en tout cas, Ah, j'entends très bien. Bon, moi, c'est très bien. oui, oui, moi. Et puis là, la connexion, elle est bonne, Donc, j'ai n'hésitez vérifié. pas à nous dire si vous nous entendez bien, à nous dire dans les commentaires ou si Sandra, tu nous entends à nouveau.
Et franchement, c'est bien que tu en parles parce que c'est vrai que des fois, on fait la confusion lorsqu'on est particulier, lorsqu'on est professionnel. En effet, quand on vend des objets d'occasion qu'on a, etc., qu'on les revend, on n'a pas besoin de les déclarer, donc si je comprends bien. Mais par contre, si on est une entreprise, une micro-entreprise, etc., qu'on a pour but de s'enrichir et de faire des ventes régulières, là, dans ce cas-là, il faut déclarer à partir de 1 euro. C'est-à-dire qu'au premier euro, même au premier Oui. centime, j'ai envie de dire, parce que c'est ça, au premier centime, Mm. eh bien, c'est là, en fait, où on doit déclarer chaque revenu que nous faisons. Petit détail quand même, petite note, c'est qu'il est quand même conseillé de créer son statut professionnel à partir du moment où on a encaissé le premier revenu, parce que si jamais on a un revenu ponctuel, même sur une activité MLM, et que finalement on décide d'arrêter, ça peut arriver, donc on va pas plus loin. Pour un revenu comme ça ponctuel, même s'il y a but lucratif, on peut le déclarer. Il y a une case spéciale dans la déclaration annuelle de revenus, et ça s'appelle revenu exceptionnel. Et donc voilà, ça permet, parce que quand même ça arrive pas mal souvent que des gens démarrent une activité même haute que MLM, qu'ils encaissent un premier revenu, puis finalement ils abandonnent. Et on n'est pas obligé de créer un statut professionnel pour juste un revenu comme ça ponctuel, même à but D'accord, très bien. lucratif. Bah, c'est bien de le préciser. Ça, c'est très bien de l'avoir Voilà. précisé, justement. Et je sais pas si tu avais d'autres éléments à rajouter par rapport à ça. Moi, j'avais aussi des questions. C'est de savoir quel statut on Mhm. a lorsqu'on fait du MLM. Parce qu'on entend parler de micro-entrepreneur, on entend parler de VDI également, donc vendeur à domicile indépendant, c'est ça? Donc voilà, de VDI. Et savoir en fait quel statut on doit avoir, lequel est le meilleur. Je ne sais pas s'il y en a un qui est meilleur ou pas. Et voilà, donc comment ça se passe en fait pour dire le statut. Et ensuite, peut-être qu'on va parler ensuite des déclarations des revenus par rapport aux deux statuts. Alors, il y a effectivement deux statuts, qui sont les plus Mhm. populaires et les plus courants pour le MLM, sachant qu'en réalité, on peut utiliser n'importe quel statut professionnel et même avec une grosse société, on pourrait très bien D'accord. faire du MLM. Mais bien évidemment, c'est forcément des grosses machines complexes et c'est pour ça qu'il y a eu un premier statut qui a été créé en 93, qui est le Mhm. statut VDI. Donc, il est très connu parce qu'il est spécifique pour le marketing de réseau. Mais par contre, il a été créé en 93, ce qui veut dire qu'il a été créé quand il n'y avait pas D'accord. encore Internet. Et donc, du coup, la définition de ce statut, normalement, ne permet pas la prospection et la vente à distance par D'accord. Internet. Dans les faits, bien évidemment, il n'y a pas de problème parce que il faudrait limite qu'ils mettent à jour ce statut et bon, ils le feront probablement pas. Mais ça reste quand même dans les textes de loi et dans l'article qui cadre et qui légifère le statut VDI. Donc, faut quand même bien l'avoir en tête. Mais en tout cas, à l'époque où il a été créé, c'était vraiment une avancée parce que c'est très simplifié. Donc, pour définir rapidement le statut VDI, c'est un statut Mhm. qui est hybride, puisque sur le plan social et donc sur le plan cotisation sociale, on est assimilé salarié, toujours à la sécurité Mhm. sociale des particuliers et des employés, en fait, des salariés. Et sur le plan fiscal, donc de déclaration de revenus, c'est un statut professionnel et donc un indépendant. Et donc, là où c'est très agréable et très avantageux, c'est qu'il y a finalement qu'une déclaration à faire chaque année. Donc, dans la déclaration de revenus professionnels, soit en BNC, soit en BIC. On regardera un petit peu en détail tout à l'heure. Mais donc, ce statut VDI, voilà, c'est vraiment un statut de l'époque où ils se sont rendus compte qu'avec les réunions de Tupperware, etc., ça se développait pas mal, surtout pour les femmes au foyer. Et donc, du coup, ils ont créé ce statut. Et par la suite, ces dernières années, il y a un nouveau statut qui a été créé, beaucoup plus général pour toute activité, c'est l'auto-entrepreneur, qu'on n'appelle plus auto-entrepreneur d'ailleurs, mais micro-entrepreneur, micro-entreprise, qui est en fait une entreprise individuelle classique, mais avec un régime fiscal de micro-entreprise, c'est-à-dire un D'accord. micro-régime, ça s'appelle, voilà. Et donc, ça simplifie énormément. Et également, ce qui est intéressant avec la micro-entreprise, c'est que déjà, on peut faire plusieurs activités. Donc, si jamais on est déjà indépendant, on peut utiliser ce SIRET-là pour faire du Mhm. marketing de réseau. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut bien sûr faire de la vente à distance et Mhm. prospecter sur Internet. Alors, il y a des petites différences, bien sûr, sur les déclarations. On regardera ça après. Mais pour moi, l'auto-entreprise, c'est mon opinion personnelle, mais pour moi, c'est un meilleur statut dans le sens que c'est une amélioration finalement du statut VDI.
c'est-à-dire plus on avance et plus il y a de statuts adaptés à nos besoins. Et la micro-entreprise, pour moi, est beaucoup plus adaptée au marketing de réseau, surtout par Internet, et notamment parce qu'il permet également, si on a envie de faire un peu de coaching MLM ou de la formation MLM en plus, ça nous permet de facturer également ça, alors que le statut VDI, D'accord. non. D'accord, Voilà. bah, c'est beaucoup plus clair comme ça, surtout comme tu as fait une analyse un peu historique des deux statuts. Moi, ce que je voulais savoir également, c'était est-ce que l'entreprise MLM peut imposer un statut? Ça veut dire de vous dire que nous, notre entreprise MLM, on prend, enfin, vous devez être en statut VDI uniquement, ou bien c'est la personne qui a le choix de se dire, bah, moi, j'ai envie d'être en VDI ou j'ai envie d'être en micro-entreprise. Est-ce que c'est déjà arrivé des choses comme ça ou pas du tout? Alors, je suis pas, j'ai D'accord. jamais entendu qu'une entreprise force à un Mhm. certain statut. Par contre, une société a le droit de mettre des règles du jeu de sa société. Si elle décide que ses distributeurs, elle souhaite que ce soit tel statut, enfin, c'est D'accord. à elle de décider. Hein. C'est elle qui se renferme quelque part, hein, parce qu'elle donne moins de possibilités. Mais elle a tout à fait le droit de choisir ses D'accord. règles du jeu, puisque c'est quelque part, c'est un contrat qu'on signe avec la société MLM. Après, ce qu'on peut constater, c'est que les sociétés MLM qui sont sérieuses et qui veulent s'assurer d'être en règle dans le pays où elles exercent, c'est qu'elles demandent un statut professionnel, ce qui Oui. est plutôt rassurant. Quand la société nous demande un statut professionnel pour Mm, pouvoir encaisser les commissions, ça part du principe quand même qu'elle a une mm. forte volonté d'être le plus en règle possible. Donc c'est plutôt une bonne chose. Et généralement, ce qu'ils demandent, c'est soit un statut VDI, soit une D'accord. entreprise. D'accord, très bien. Voilà. Et bah, justement, il y a Alima qui nous dit, alors je sais pas comment ça se passe pour elle dans son LM, elle nous dit que moi, dans ma compagnie, on nous déclare automatiquement à l'URSSAF. Donc, Ça, c'est un d'accord, très statut bien. VDI. Ok. Ça, c'est pour un statut vidéo. Ok. Ça, c'est un statut VDI. Donc, du coup, ça va peut-être enchaîner avec Oui, la tout à question des fait. Tout à fait. déclarations. En fait, c'est ça. Ça, c'est vraiment la grosse Mm. différence entre les deux statuts. Le statut VDI, comme je l'ai dit tout à l'heure, est hybride. Et sur le plan social, les déclarations de cotisation sociale, c'est la société MLM qui déclare les cotisations et qui D'accord. paye les cotisations, puisque on a un statut de salarié Tout sur à le plan fait. social. Tout à fait. Voilà. Et donc, la déclaration ensuite sur le plan fiscal, sur l'impôt, sur le revenu, ça, on va faire une déclaration annuelle classique sur BNC BIC. Alors, c'est la 2000. Je me la suis notée parce que je retiens jamais le numéro des SERPA, mais c'est le formulaire Oui. 2042C Pro. Et donc, il suffit de cocher quand on fait la déclaration annuelle d'impôt. Et donc là, on a soit les BNC, soit les BIC. Les BIC, c'est quand on Mm. achète du stock et que derrière, on revend et on va du coup déclarer la marge qu'on s'est faite, c'est nos revenus. Et les BNC, et aujourd'hui, c'est essentiellement ça qu'on a grâce à Internet, c'est de la prestation de service, c'est-à-dire quand on touche des commissions. C'est pas nous qui faisons la facture de la vente de la D'accord. marchandise au client, c'est la société MLM. Nous, on fait juste le lien quelque part, et donc on n'est plus considéré comme vendeur de marchandises, même si ça en a l'air, mais comme prestataire de service puisqu'on apporte une clientèle à une société. Et donc là, c'est du D'accord, très bien. BNC. Bah, je fais un petit coucou à Laurence, à Raïm aussi qui nous a rejoint, à Ambre également qui nous a rejoint. Donc aujourd'hui, on parle vraiment de la gestion administrative dans le MLM, comment déclarer, quel statut on doit avoir, à partir de quel montant. Et justement, là, on nous pose, enfin, à chaque fois, je trouve que les questions que vous posez, elles rentrent bien justement dans la structure, dans la transition en tout cas qu'on voulait amener sur ce live-là. Bah là, on nous pose la question, c'est est-ce qu'il y a un montant maxi pour le statut VDI, justement? Est-ce qu'il y a un montant maximum qu'on ne doit pas dépasser pour garder son statut VDI? Et également, est-ce que c'est le cas également dans la micro-entreprise? Oui, il y a des seuils dans les deux cas. Pour le statut VDI, le seuil, c'est des revenus annuels de plus de 20 568 euros, mais sur 3 années D'accord. consécutives. Voilà, donc ça donne de la marge. C'est-à-dire qu'on peut faire 50 000 une année et 12 000 la deuxième année. On peut rester en statut VDI parce qu'on n'a pas fait plus. En fait, ça correspond à 50% du plafond annuel de la D'accord. sécurité sociale. Et donc, ça change Hmm. forcément chaque année. Et à partir du moment où ce plafond est dépassé 3 années consécutives, dans ce cas-là, il faut passer à un statut D'accord. supérieur. Par exemple, la micro-entreprise,
ou directement une entreprise individuelle, parce que quand on a ce genre de revenus déjà, de toute façon, on commence à se projeter un petit peu plus sur le long terme et éventuellement passer à un autre type D'accord, d'entreprise. très bien. Et pour la Voilà. micro-entreprise, le seuil, du coup, c'est... Et donc pour la micro-entreprise, je reviens rapidement sur Oui, les déclarations parce que j'avais parlé que des oui, déclarations c'est pour vrai. le statut VDI. Pour la micro-entreprise, c'est totalement, que ce soit sur le plan social ou sur le plan fiscal, on est en tant qu'indépendant, c'est vraiment une entreprise. Donc il faut déclarer soi-même les cotisations sociales. Donc on les déclare soit au Tout à trimestre, fait. soit au mois, au choix. Et en fin de compte, ce qu'on déclare, c'est ce qu'on a encaissé, c'est notre chiffre d'affaires. Et puis il y a un calcul qui se fait. Il y a les mêmes distinctions que celles qu'on a parlé tout à l'heure. Soit on achète du stock et on revend et donc on déclare la marge. Et donc dans ce cas-là, c'est nous qui faisons les factures aux clients et qui gérons la livraison. Ou alors on est prestataire de service et donc par le biais d'Internet, on touche des commissions. On ne fait qu'apporter des clients à une société. Et donc les taux sont très différents. Pour le vendeur de marchandises, c'est 12,8%. Donc ça va être la cotisation sociale à payer chaque Ok. mois ou chaque trimestre. Et pour le prestataire de service, ça va être 22% de la commission du coup. Donc c'est pas tout à fait le même prix. Voilà. Et donc pour les seuils, eh bien, on n'est pas du tout dans les mêmes seuils que Mhm. le statut VDI, mais on a deux types de seuils. Il y a les seuils de TVA, c'est-à-dire que au début, on est en franchise TVA et donc on n'est pas obligé de collecter la TVA pour l'État. Et donc jusqu'à 34 400 euros annuels en tant que prestation de service, donc pour les commissions, et jusqu'à 85 000 euros pour les D'accord. ventes de marchandises. Et pour pouvoir garder le statut micro-entreprise, donc c'est bien au-dessus. Pour les prestations de services, on va jusqu'à 72 600 par an. Et pour les ventes de marchandises, jusqu'à 176 Et 200 c'est par également an. sur 3 années consécutives, c'est ça aussi? Non, là D'accord. c'est différent. Là, en fait, dans la pratique, c'est 2 années D'accord, très bien. consécutives. Voilà. Je dis dans la pratique parce que généralement, quand on dépasse ce seuil, on a déjà des revenus vraiment considérables. Et puis on commence aussi éventuellement à avoir pas mal de charges, en fait. Ce qui est un des inconvénients de l'auto-entreprise, c'est qu'on ne déduit pas les charges. Et donc généralement, on commence à se projeter sur un statut supérieur, soit une SASU, soit une entreprise D'accord. individuelle, enfin voilà, au régime D'accord. réel, fiscal, voilà. Mais c'est pour ça que je dis que c'est en réalité, en théorie, c'est 2 ans, mais il y a pas mal de personnes, en fonction Oui. du type d'activité, qui vont, dès qu'ils constatent cette évolution, se projeter tout de suite sur un D'accord. autre Bah statut. justement, là, il y a Alima qui nous a bien confirmé qu'elle était en VDI. Et elle nous dit aussi également que dans sa compagnie, on nous dit que pour les impôts, c'est moins 50%. Alors, je sais pas si c'était par rapport à un truc qu'on avait dit juste avant ou pas, ou... Alors, quand on déclare nos revenus chaque année, donc en Mhm. BIC ou en BNC, en fait, il y a un montant forfaitaire que l'administration fiscale décide sur les Mhm. charges à déduire. Donc, quand on Oui. est en BIC, donc en revente de marchandises, c'est 71% qui D'ac- retirent comme charge. Et donc, on est imposé que sur 29% Mhm. du revenu D'accord. qu'on a déclaré. Et sur les prestations de services, en effet, c'est 50% qui est retiré. Et donc, on est imposé que sur D'accord, très 50%. Cependant, on déclare 100%. C'est l'administration fiscale, elle, qui va faire D'accord, ses très bien. Bah, calculs. c'est beaucoup plus clair maintenant par rapport à ça. Alors, je dis un coucou à Héloïse, à Kamel, à Francis également qui nous ont rejoints. On parle de gestion administrative dans le MLM, comment déclarer, quel statut avoir. Et c'est bien également que tu parles de ça sur le seuil, parce qu'après, on se pose la question, bah, quel statut on va avoir après. Donc, tu as parlé de la SASU, il y a également peut-être le URL, etc. Donc, il y a plein de statuts et justement de sociétés qu'on peut avoir en individuel. Et le truc, c'est que moi, ce que j'ai pu entendre en tout cas, c'est qu'on pouvait, par exemple, comme tu as dit dans la micro-entreprise, on peut avoir plusieurs activités dans sa micro-entreprise, faire du MLM, faire du consulting, etc., et tout déclarer. Mais par contre, après, s'il y a une de nos activités qui dépasse, par exemple, le seuil, on peut la déclarer celle-ci en entreprise, par exemple en SASU, et toujours garder notre micro-entreprise pour nos autres activités. Donc, c'est bien ça. Oui, tout à fait. Ça, c'est une des Mhm. astuces, en fait, si jamais on veut garder le statut micro-entreprise. En fait, le statut micro-entreprise est intéressant lorsqu'on n'a pas beaucoup de charges. Donc, toutes ces activités comme le MLM
qui n'ont pas beaucoup de charges. C'est pas comme si on achetait par exemple du matériel pour fabriquer quelque chose. Là, on a beaucoup de charges. Mais quand on en a pas beaucoup, c'est vrai que la micro-entreprise, c'est très intéressant. Donc, on a envie de le garder le plus longtemps possible. Et donc, du coup, quand on a plusieurs activités, on va prendre le plus classique dans le marketing de réseau. On a par exemple l'activité de coaching et de formation marketing de réseau, et puis ensuite l'activité purement MLM et donc de commission, liée au développement de l'équipe et à la vente de produits ou de prestations de services. Et donc du coup, si à un moment donné on dépasse les seuils avec les deux, on peut tout à fait envisager de se dire bon ben je vais faire une SASU, parce qu'on peut pas faire une autre entreprise individuelle, attention. Donc je vais faire une SASU ou une EURL pour mon activité formation coaching, et je vais garder mon marketing de réseau sur ma micro-entreprise qui est une entreprise individuelle, je le précise. D'accord, très bien. Voilà. C'est pour ça qu'on peut pas avoir deux entreprises individuelles. D'accord, très bien. Bah, c'est beaucoup plus clair maintenant. Justement, l'image qui nous dit que c'est moins 50% sur le montant des impôts. Donc, voilà, c'est par rapport à ce que tu fais. Oui, c'est imposé à 50% sur la prestation de service, donc sur les commissions. Et justement, là, on parle de ça, mais souvent aussi, on parle aussi de tout ce qui est taxes. Est-ce qu'il y a, par exemple, sur la vente des produits que l'on fait, est-ce qu'il y a une TVA? Est-ce qu'il y a une taxe? Est-ce qu'il y a des choses comme ça ou pas? Donc, comment ça se passe pour les taxes? Est-ce qu'il y a également des taxes, des autres choses également qu'on doit régler? Alors pour la TVA, comme on en a parlé tout à l'heure, il y a un seuil. Effectivement, on est exonéré de collecter. On est exempté de collecter de la TVA en dessous d'un certain seuil. Donc je répète que pour la prestation de service, c'est 34 400 € annuels, et pour la vente de marchandises, 85 800 € annuels. À partir du dépassement de ce seuil-là, on doit collecter de la TVA. Mais ce n'est pas le seul impôt. Effectivement, il y a un petit impôt que tout le monde oublie, c'est même pas qu'on l'oublie, c'est que la plupart des gens ne le connaissent pas si on leur a pas dit, ce qui est normal. Et c'est la CFE, c'est la cotisation foncière des entreprises. Et cette taxe, en fait, c'est un tout petit peu l'équivalent de la taxe d'habitation, mais pour les professionnels. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a une activité professionnelle, on doit payer la CFE une fois par an. Et on la paye qu'à partir de la deuxième année. Donc la première année, on n'a pas de CFE. Et donc la déclaration se fait à la création en fait de l'entreprise. On reçoit un document qu'on doit remplir une fois, et tant qu'il n'y a pas de changement de lieu, de domicile, ou de local, ou de changement significatif de l'activité, on ne change pas cette déclaration. Elle se fait une fois, et chaque année on paye la CFE. Malheureusement, elle est difficile à prévoir parce que elle est calculée sur la valeur locative de l'immobilier qu'on utilise, donc notre bureau, donc une partie de notre maison, ou un local commercial si on a un local commercial, mais le taux qu'on va utiliser va dépendre de la commune. Donc voilà, c'est très très variable. Il y a des manières d'être exonéré, mais qui sont très complexes, et voilà, on peut trouver ces informations sur Internet et également sur mon e-book gratuit, où je donne tous les détails et les possibilités d'exonération de cette taxe. Mais en général, elle varie, mais elle varie entre 200 et beaucoup. Voilà, mais généralement, c'est bien de prévoir pour une petite activité MLM à domicile, c'est bien de prévoir entre 150 et 300 €, au moins la première année, pour pas avoir trop de mauvaises surprises. Enfin, pour la première année qu'on la paye, donc la deuxième année. Et d'ailleurs, à ce sujet, vu qu'on rentre à l'automne, si jamais on démarre une activité marketing de réseau en fin d'année, attendez janvier pour créer votre micro-entreprise. Parce que sinon, en fait, vous allez avoir, par exemple, si vous la créez en décembre, vu que c'est sur l'année civile que la CFE est payée à partir de la deuxième année, là, on est exonéré de CFE finalement que 13 mois. Alors que si on démarre en janvier, ça nous fait 24 mois sans CFE, quoi, à peu près. Hein, merci. Voilà. Et donc, rappelez-vous qu'on en a parlé au début. Si jamais il y a un petit revenu ponctuel en fin d'année, on peut le déclarer en revenu exceptionnel en tant que particulier, et donc démarrer l'entreprise en janvier. Très bien. Bah, je fais un petit coucou à Kelly également, qui nous a rejoint, qui nous fait un petit coucou aussi. Alors il y a l'image justement qui me pose une question. Pour rappel, elle est en VDI. Et elle me dit, si par exemple je veux me lancer dans une autre activité, comment je dois faire par rapport à l'URSSAF? Il faut la déclarer de toute façon.
Donc l'URSSAF dira ce qu'il en pense. Il se peut qu'il y ait un autre SIRET. La compatibilité, le cumul d'activités avec le statut VDI est assez complexe. Pareil, je donne les détails sur mon e-book parce que ça va vraiment dépendre de l'autre activité. Mais mon conseil, si jamais il y a une autre activité vraiment qui va démarrer, qu'on est sûr de cette activité-là et qu'on aime le MLM et qu'on veut continuer, peut-être c'est directement de passer par à une micro-entreprise, arrêter le statut VDI, passer à une micro-entreprise et du coup domicilier les revenus des deux activités dans D'accord. cette Mais c'est vrai que ça, micro-entreprise. c'est vrai que c'est une Mais question qu'on n'a voilà, peut-être pas posée, mais ça du reste. coup, on peut pas avoir un statut de VDI plus micro-entreprise, ou peut-être ça serait pas ingénieux de faire ça? Non, D'accord. on peut pas. D'accord, très bien. Non, mais c'est une très bonne question. Merci Alima d'avoir. En fait, on peut, mais c'est dans des cas très. En fait, déjà, il faut demander une Hmm. dérogation à l'URSSAF, donc on peut. Les conditions sont compliquées. Et sachant qu'aujourd'hui, le statut VDI, même s'il est très bien, si on fait que du MLM et qu'on a un Hmm. statut VDI et que ça se passe bien, ça sert à rien de changer. Il est très bien. Mais aujourd'hui, il y a quand même une amélioration. Le statut VDI reste quand même un peu, on va dire, vieux jeu par rapport à nos manières de travailler aujourd'hui. Si on a une double activité, enfin, pour moi, le mieux à faire, c'est d'abandonner le statut VDI, de passer à une micro-entreprise et voilà, et de devenir réellement indépendant. Parce que du coup, pour le coup, on passe vraiment à un niveau plus D'accord, très bien. professionnel Bah, ça, c'est finalement. merci d'avoir précisé. D'ailleurs, Alima qui nous remercie bah, pour ta réponse, hein, surtout. Bah, c'est très bien. Attends, justement, j'avais une question. C'est une question qu'on peut se poser ou pas. Je sais pas. En tout cas, moi, je me la suis posée. C'est de savoir, voilà, quand on déclare tous ses revenus, etc. Est-ce que il est plus judicieux ou c'est préférable d'avoir un compte professionnel ou bien on peut garder également notre compte perso? Donc, comment ça se passe quand je parle de compte? C'est vraiment un compte bancaire perso ou un compte bancaire pro. Et je profite à nouveau pour faire un petit coucou à Kumba qui nous a rejoint. Donc, on parle de gestion administrative dans le MLM, comment on déclare, quel statut avoir. Donc, voilà, il y a pas mal de choses qu'on a déjà abordées. Et justement, là, la question, c'est de savoir, bah, par rapport à un compte bancaire, est-ce qu'on doit déclarer nos revenus et même recevoir l'argent dans notre compte perso, ou bien c'est plus judicieux d'avoir un compte pro? Et également, on parle aussi beaucoup de banque en ligne. Donc, qu'est-ce qui est le mieux? Qu'est-ce que toi, tu en penses par rapport à ça? Alors, d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que en micro-entreprise, on n'a pas l'obligation d'avoir un compte bancaire dédié, mais jusqu'à un certain seuil, D'accord. comme d'habitude. Compte bancaire dédié, je parle d'un compte de particulier, hein, pas un compte bancaire professionnel. Donc ça veut dire que jusqu'à un certain seuil, qui est de 10 000 euros annuels de revenus sur 2 années consécutives. Donc en dessous de ce seuil-là, on peut tout à fait encaisser nos revenus dans notre compte bancaire classique, notre compte courant de tous les jours. Mais par contre, si on commence à encaisser quelques revenus, moi je conseille quand même d'avoir un compte bancaire, même particulier, hein, donc gratuit, dédié, donc séparé, parce que ça permet de séparer tout simplement les finances personnelles des finances professionnelles. Et c'est important à un moment donné d'avoir un peu une vue sur les deux choses, sachant que même si la comptabilité est simplifiée en micro-entreprise, on doit quand même tenir un livre des recettes et un livre des dépenses. Et donc du coup, le fait d'avoir un petit compte bancaire comme ça dédié, et ben il va y avoir tout qui va être là, donc ça va être beaucoup plus transparent et beaucoup plus facile à faire. Et en plus, si vous avez un petit contrôle fiscal, le fisc pourra lire beaucoup plus, vous contrôler plus facilement, et un fisc à qui on facilite la tâche est beaucoup plus D'accord. indulgent. Voilà, ça d'une part. Et deuxièmement, quand même, ce qu'il faut savoir, c'est que même si on dépasse le seuil de 10 000 et qu'on doit avoir un compte bancaire dédié à partir de ce moment-là, on n'a pas l'obligation d'avoir un compte bancaire professionnel, qui est beaucoup plus cher. Je crois que c'est à peu près, un des moins chers, c'est 9 euros par mois, donc c'est quand même pas mal cher. Et donc les banques, normalement, n'ont pas le droit de vous forcer, sauf que dans les conditions générales de vente et d'utilisation des banques, elles considèrent qu'une activité professionnelle doit avoir un compte bancaire professionnel. Bien évidemment, elles veulent ça tout simplement parce que ça leur rapporte Exactement. plus d'argent. Et on peut, entre guillemets, leur cacher tant qu'on paye pas la TVA. À partir du moment où on paye la TVA, le prélèvement de TVA est un prélèvement très spécifique. Les prélèvements de taxes, en fait, sont des prélèvements spécifiques. Et à partir de là, la banque, elle sait que c'est une activité professionnelle.
Voilà. Mais pour contourner ça, on peut effectivement, comme tu parlais des banques en ligne, passer par, alors pas forcément les banques en ligne, parce que les banques en ligne type Boursorama, Hello Bank, etc., sont des banques qui sont liées qui sont finalement des filiales de banques comme Société Générale, BNP Paribas, etc. Et donc elles ont les mêmes règles du jeu que celles que je viens de dire. Donc elles vont pas forcément être aussi indulgentes. Par contre, il existe quelque chose qu'on appelle les néobanques qui s'utilisent de plus en plus. Donc les plus connus que je peux citer, c'est N26 ou Revolut. Ou voilà, il y en a pas mal comme ça qui sont très bien, qui ont des comptes bancaires gratuits, qui ont des comptes bancaires pro parfois gratuits. Par exemple, N26 a un compte business. Donc on peut être ultra en règle avec N26 et gratuitement. Tant que la carte bancaire n'est pas physique et qu'elle reste virtuelle, c'est gratuit. Donc voilà, c'est des solutions, des possibilités pour contourner ces frais complètement aberrants que les banques classiques aujourd'hui continuent de facturer et qui tendent à disparaître avec Non, c'est avec vrai, non, mais Internet. c'est ça, c'est pour ça que Ouais. c'est important. Mais ce qui est important aussi de dire, c'est que c'est pas une obligation d'avoir un compte pro, bancaire notamment, que ça peut être un autre compte même perso, c'est-à-dire un Oui, un compte de particulier, particulier, quoi. Mm. et que vous pouvez en fait juste, ça vous facilite vous pour, on va dire, la gestion entre guillemets de la comptabilité, entre guillemets, où vous savez que l'argent vous la recevez dans cet autre compte-là, et ensuite vous gérez vos dépenses, vos arrivées d'argent, etc. avec ce compte-là. C'est vrai que moi, pour ma part, c'est vrai que je pense que c'est plus aussi une néobanque, c'est également Shine. J'apprécie aussi beaucoup cette banque-là, c'est assez professionnel. Vous avez également une carte physique, Ouais. c'est-à-dire que vous pouvez également retirer auprès de distributeurs automatiques, etc. Donc ça, c'est pas mal aussi des néobanques. Ça permet de bien gérer son activité et tout ce qu'on fait. Donc merci par rapport à ça. Et justement, bah là, comme on parlait tout à l'heure de seuil, de dépassement, ou bien de changement de statut, est-ce que par contre, si on passe à un statut de SASU, par exemple, là, le compte pro est obligatoire. Euh, voilà, c'est ça. Ah oui, complètement. En fait, la SASU, c'est simple pour pouvoir ouvrir un compte bancaire. En fait, pour la création d'une SASU, on ouvre d'abord un compte de dépôt de capital qui va être transitoire, et c'est avec ce compte de dépôt de capital qu'on peut enregistrer les statuts et créer la société. Et à partir de là, il y a un compte bancaire professionnel, donc compte courant professionnel, qui va être créé. Mais on est obligé, ne serait-ce que pour le dépôt de capital, de passer par la banque et de créer un compte déjà dédié à l'entreprise. Et puis ensuite, là, c'est des comptes professionnels. Merci pour la précision. Et n'hésitez pas à nouveau si vous avez des questions par rapport à tout ça. On parle de gestion administrative dans le MLM. Donc, si vous avez des questions, si tout est clair ici également pour vous, n'hésitez pas à le dire aussi. C'est très bien pour nous. Ça permet de savoir qu'on a bien été clair dans notre message. Après, ouais, une petite dernière partie aussi qui est importante pour moi, c'est ce qui concerne notamment l'assurance. Voilà, l'assurance, peut-être la prévoyance également. C'est que quand on a une entreprise, on parle également d'assurance d'entreprise, de prévoyance, de choses comme ça. Donc, comment ça se passe dans le MLM? Est-ce qu'il faut avoir une assurance aussi dans le MLM ou pas du tout? C'est pas obligatoire. Ou bien on peut prendre une assurance de particulier. Enfin, comment ça se passe au niveau de l'assurance de la prévoyance? Alors, bon, pour la dernière question, c'est non, on ne prend pas l'assurance de particulier pour une assurance d'activité professionnelle. Donc, l'assurance d'activité professionnelle de base, c'est la RC, donc la responsabilité civile professionnelle, et elle n'est pas obligatoire dans le MLM, mais dans les faits, pour n'importe quelle activité professionnelle, elle est indispensable parce que un problème peut coûter 100 000 euros. Et si on n'a pas d'assurance, on doit les payer de notre poche, même si on fait que 50 euros par mois. Voilà. Donc, on n'a pas envie d'avoir ce genre de problème. Bien sûr, je parle un peu de l'extrême, mais c'est des choses qui peuvent arriver. Et donc, c'est une charge qu'il faut absolument envisager. Donc, généralement, une RC professionnelle, elle peut monter jusqu'à 400 euros par an de base. Mais par contre, pour le MLM, il existe une assurance qui est spécialisée dans le marketing de réseau, donc très adaptée, qui s'appelle Quadrivium. Voilà, que vous pouvez trouver sur Internet, et elle coûte 5 euros TTC par mois. Donc voilà, je la trouve très très adaptée. Elle a également des formules de prévoyance. Donc en payant plus, on a aussi la prévoyance. Donc la prévoyance, c'est
Si jamais on s'arrête de travailler parce qu'on est malade, ben on a de l'argent qui rentre. Enfin voilà, c'est tout ce qui est lié en tant qu'indépendant où on s'inquiète généralement. Et si je tombe malade, qu'est-ce qui se passe? L'argent rentre plus. Ben, il y a ce qu'on appelle la prévoyance et donc des assurances un peu complémentaires comme ça qui peuvent venir régler ce problème-là. Donc ils ont plusieurs formules. Je les connais pas, c'est pour ça que je ne peux pas vous donner de chiffres, mais en tout cas l'assurance de base RC Pro marketing de réseau chez eux, c'est 5 € par mois, donc c'est pas mal. Et moi, ça c'est un conseil que je donne en supplément, c'est de envisager d'avoir également ce qu'on appelle une protection juridique. Donc ça, on peut par contre voir si sur ces assurances personnelles, on a, par exemple, dans l'assurance habitation, peut-être qu'il y a une protection juridique. Et si dans l'assurance habitation, il est stipulé qu'on a une activité professionnelle dans le domicile, il se peut que cette protection juridique puisse prendre en charge les frais en fait de litige. Voilà, cette assurance protection juridique, c'est vraiment pour payer l'avocat et les frais de litige, qui finalement des fois sont bien supérieurs aux indemnités qu'on nous demande. Voilà. Alors, je vais le noter en commentaire parce qu'on me demandait, donc c'est Quadrivium. Alors attends, je vais le noter. Ouais. Hop. Voilà. Donc c'est Quadrivium. Ça c'est pour le MLM, mais pas que. Alors c'est que pour le MLM ou même si on a une activité d'entreprise? Alors eux, Quadrivium. Alors je sais pas si la maison mère. Je pense que c'est une petite filiale spécifique marketing de réseau et franchement ils ont raison parce que je crois que c'est les seuls. Donc forcément, c'est encore une fois c'est du business de niche. Ça fonctionne très bien. Je pense qu'ils ont quand même une maison mère et je crois qu'ils travaillent avec. Je sais plus si c'est AXA ou une autre. Grosse boîte comme ça. Il y a toujours une grosse boîte comme ça derrière ce genre de petites assurances. Mais en tout cas, sur le site Quadrivium, c'est vraiment spécifique marketing de réseau. Et on a même les formules prévoyance sont spécifiques. D'accord. Et pour du ça. coup, si on fait voilà, du c'est assez marketing de intéressant. réseau et une autre activité de micro-entrepreneur, on doit prendre Quadrivium, également une autre, ou bien vaut mieux prendre juste. Non, dans ce cas-là, il faut prendre une RC Pro. Non, faut pas en payer deux. Faut en prendre une sur un autre. Ou quitte à leur passer un coup de fil et dire est-ce que vous avez une formule où on peut rajouter des activités. C'est bien probable qu'ils aient ces possibilités-là. Voilà, là, moi, je vous parlais de ce qu'on voit en vitrine. Et donc, le minimum qu'on peut payer si on a purement du MLM et qu'on veut juste une petite RC Pro. Mais voilà, après, eux, ils ont plein d'autres formules et je pense qu'on peut sans problème leur poser la question et dire, voilà, je fais aussi du coaching ou je vends des bijoux sur Etsy. Non, mais ça, c'est super. Voilà. Ça, c'est super, en tout cas, de poser ça. Alors, moi, ce que je voulais, voilà, n'hésitez pas, en tout cas, si vous avez des questions, parce qu'on arrive bientôt, à la fin, en tout cas, du live. Si vous avez des questions, vous voulez aborder des sujets, en tout cas, n'hésitez pas. On est vraiment là, ouvert par rapport à tout ça. Moi, ce que je voulais dire aussi, déjà, c'est vraiment remercier, vous remercier déjà d'avoir participé, d'avoir posé toutes ces questions-là, mais aussi remercier Claudia pour toutes ces astuces, toutes ces réponses qu'elle a pu apporter tout au long de ce live, parce que c'était vraiment très intéressant. Mais surtout, sachez que vous pouvez suivre Claudia, donc elle a son compte Instagram, elle a également un blog, comme elle vous l'a dit, elle a un podcast qui est juste super, c'est Lundi Motive, et franchement, c'est un podcast qui motive justement sur tout ce qui est appréhension de la gestion financière, gestion de l'argent, comment justement avoir une meilleure gestion de son argent, de son patrimoine, etc. Donc, c'est vraiment une experte par rapport à ça. Donc, n'hésitez pas à la suivre dans son podcast. Et comme elle vous l'a dit, pour avoir plus d'infos sur tout ce qu'on vient de dire sur la gestion administrative, déclaration, statut, etc., elle propose un e-book. Donc, vous pouvez aller sur son profil, directement dans la bio. Il y a le e-book qui est téléchargeable gratuitement. Voilà, c'est gratuit. Vous avez toutes les infos de ce qu'on vient de dire aujourd'hui dans notre live. Donc, n'hésitez pas vraiment à aller télécharger son e-book pour avoir plus de précision. Et si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à la voir, la demander. Elle est vraiment très gentille, très sympa. Et moi, je crois que quand j'ai des questions, je vais toujours voir Claudia. C'est bon soleil par rapport à tous ces sujets-là. Donc, n'hésitez pas à aller lui poser des questions directement si vous avez des questions sur votre gestion administrative dans le MLM. Donc là, je vois pas d'autres questions. Il y a Kelly qui nous dit que c'était super intéressant. Donc, merci beaucoup pour ces retours. Je te laisse peut-être un petit mot de la fin, en tout cas, pour conclure, ou c'était good. Non, mais moi, je vous invite effectivement à télécharger mon e-book gratuit, donc il s'appelle le kit administratif du MLM. Il est mis à jour tous les ans. Et du coup, vous aurez vraiment tous les détails, y compris les cases à remplir sur la déclaration d'impôt. Enfin, voilà, tous les liens. Et
et notamment sur le cumul d'activités qui est un peu une partie complexe. Donc voilà, je voulais pas l'aborder comme ça, déjà parce que je la connais pas par cœur, je vous rassure. Et puis deuxièmement parce que j'avais pas envie d'alourdir cet entretien-là. Mais du coup voilà, vous pourrez avoir des réponses beaucoup plus précises sur des sujets plus à votre D'accord, situation bah ça c'est personnelle. super en tout cas. Bah, en tout cas, je te Ouais. remercie beaucoup pour toutes ces précisions-là, le temps que tu nous as accordé pour ce live. Merci à tous de nous avoir écoutés et moi je vous dis à très bientôt et Merci à n'hésitez pas toi de l'accueil à comme aller d'habitude. justement suivre Claudia et lui poser toutes vos questions. Au revoir à tous et à bientôt. Au revoir à tous. J'espère que cet épisode de podcast t'a beaucoup aidé à y voir un peu plus clair, a répondu à tes questions pour savoir comment gérer la gestion administrative de ton MLM. Si tu as d'autres questions, si tu as besoin d'aide, d'accompagnement, avoir des e-books, plus de renseignements, j'ai tout mis normalement dans la barre de description de la plateforme dans laquelle tu écoutes. Donc normalement tu peux trouver toutes les infos. Si tu as des questions, tu peux également nous joindre directement Claudia et moi sur Instagram. Avec grand plaisir, hein, on répondra directement à toutes tes questions. En tout cas, je te remercie. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast. Et si tu as aimé cet épisode, selon la plateforme que tu écoutes, n'hésite pas à mettre un like, à partager également à des personnes de ton équipe, de ton MLM pour partager l'information, tout simplement partager l'information pour qu'ils soient au courant de savoir comment on déclare nos revenus dans le MLM, comment ça se passe la gestion administrative. Donc n'hésite pas à leur partager également à tes équipes, à tes filleuls pour en savoir plus. Si tu as aimé cet épisode, comme j'ai dit, mettre un like, partager, mettre un avis positif, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast. MLM, nouvelle génération.